0,001%. L'expérience de la réalité. Par Mark Oburn. Anamnésis. Réminiscence. Retour de la mémoire. Je suis un jeune enfant de 6 ans. Mon père me donne un bain. Tout à coup, quelque chose cherche à remonter dans la conscience. Un souvenir lointain mais puissant. La texture en est particulière. Je sens qu'il vient d'un ailleurs inconnu. Cette sensation perdure, juste sous la surface de mon être, durant des années. Comment faire pour aller plus loin? Adolescence, voici que les choses se sont précipitées. Mon père est mort soudainement, accident de la route. Quelques mois après, je n'y pense pas. Ce jour-là, je suis à la montagne, avec des adolescents de ma région. Toute la journée passée sur les skis, mes chaussures m'ont fait mal et j'ai été soulagé de m'en débarrasser au chalet. Blizzard dehors, chaleur à l'intérieur. Je suis en pleine forme, grisé par le grand air, le froid et l'effort. Un gros goûter nous attend dans la salle principale. Nous sommes tous affamés. Avant de descendre rejoindre mes amis, je passe rapidement par les toilettes. Ce lieu n'a rien de romantique ni d'ésotérique. Et pourtant, c'est exactement ici et à ce moment précis que le destin a décidé de me sortir du sommeil. Alors que je suis en interlude, entre deux moments intenses, une journée de forte activité et le début d'une soirée prometteuse. Dans ce calme blanc, cette zone de quiétude dans le mental, soudain, quelque chose percute mon esprit avec une force inouïe. Le goût de la terre. J'ai de la terre dans la bouche. Amorcé par cette forte sensation, les séquences s'enchaînent en un éclair. Allongé, face au sol, je souffre et j'ai avalé de la terre. Je ne peux pas changer de position, c'est impossible, mon corps n'obéit plus. Dans ces toilettes, ce souvenir stoppe net toute autre forme de pensée ou de désir. Il inonde la conscience et prend toute la place. Les choses se précisent rapidement. Mes jambes ne fonctionnent plus, comme si elles étaient brisées. Il fait très noir. Mon Dieu, on m'a jeté là, au fond de cette fosse, et je suis en train de mourir. Il y a mes compagnons à côté de moi, mais ils sont déjà tous morts. Nul espoir de sortir d'ici. Je ne peux pas bouger. Je m'évanouis dans cette fosse pour me réveiller un moment après, au même endroit. Le temps ne signifie plus rien. Je ne sens presque plus mon corps. Mon esprit glisse vers le néant. Pas de peur, pas assez de force pour ça. M'a-t-il semblé voir une lueur au fond de cette fosse? Non, il n'y a que le silence. J'attends, je sombre. Je ne pense pas à ma vie. Rien n'a plus d'importance, sauf mon amour pour mes compagnons. De tout ce que j'étais, il ne reste que ce sentiment fraternel et les abîmes qui s'avancent. Au fond de ce trou, je perds conscience à nouveau, mais cette fois, il n'y aura plus de réveil. Seul dans les toilettes, je me trouve abasourdi, écrasé par ces émotions d'une puissance inimaginable, plus forte que toutes celles que j'ai éprouvées depuis ma naissance, excepté la mort de mon père. Pire, j'ai la terrible sensation que cela a toujours été là. Mon esprit me montre l'image de cette proximité. C'est comme si j'habitais depuis toujours la même maison. J'en connais les moindres recoins. Mais il y a une porte bien visible que je n'ai jamais ouverte, car je ne l'ai pas vue. Et voici qu'aujourd'hui, machinalement, sans y penser, j'ai posé la main sur la poignée et je suis entré pour la première fois dans la pièce la plus importante de la maison. Pourquoi cela est-il arrivé aujourd'hui? Maintenant, le souvenir est installé à la surface de la conscience. Je ne vois aucune explication. C'est pour le moment l'unique pièce d'un puzzle qui va s'assembler lentement et impitoyablement. La seconde pièce arrive quelques mois plus tard, mais je ne la rattacherai à la première que bien des années après. Cette fois, c'est un de mes camarades qui se livre sur moi au petit jeu de l'hypnose. Nous n'obtenons qu'un sommeil léger, celui où vous avez la sensation d'être absolument dans votre état normal. André me demande de faire remonter un souvenir lointain. Sans effort, je me vois assis à côté d'un mur blanc. C'est une maison faite de pierre, et je regarde le paysage vallonné qui s'étend aux alentours. André me demande l'âge que j'ai, à ce moment. Et cela me paraît immédiatement une absurdité. Je réponds qu'on ne compte pas les années des gens. On sait simplement s'ils sont jeunes, adultes ou vieux. Cette évidence est totalement contraire à ma culture actuelle, et pourtant,
je l'éprouve avec force. Je suis un jeune garçon qui contemple la nature autour de lui. Il y a du soleil ici. Il fait assez chaud. Toute la journée, je ne fais rien de particulier. La personne qui s'occupait de moi ne vient plus depuis quelque temps, et personne ne me dit si elle reviendra ou pas. Rien de plus ne remonte dans ma conscience. Je ne localise ceci ni dans le temps, ni dans l'espace. Les vagues de l'émergence arrivent dans les mois qui suivent. J'éprouve l'envie persistante de m'habiller autrement, comme les peuples de l'Antiquité. Cela me semble la seule façon décente de se présenter, la seule belle façon. Mais impossible de réaliser ce rêve. Il n'y a aucun magasin qui propose ce genre de mode. Quelques années passent. En pleine nuit, endormi, je fais une sorte de rêve, mais qui n'en est pas un. Je me vois courir derrière mes amis sur le flanc d'une colline. Nous sommes joyeux, heureux. C'est le début de la nuit. Il y a de curieux arbres épars dans la pente, et encore ces habits de l'Antiquité. C'est un souvenir qui remonte du passé lointain. Alors au milieu du sommeil profond, je décide de me réveiller. Je regagne graduellement l'état de vigilance standard, tout en répétant « Je me souviens, je me souviens ». Je tente de réveiller ma compagne pour parler de cela, mais elle dort trop profondément. Puis, dans les 3 ans suivants, les rêves me portent de plus en plus souvent vers mon cher pays, la Grèce. Je vole au-dessus de ces paysages, souvent à basse altitude. J'éprouve un amour grandissant pour ce pays, dont je ne connais quasiment rien et où je n'ai jamais mis les pieds. Puis je décide enfin de passer de longues vacances d'été en Grèce. Corfou, le Club Med. Une nouvelle compagne qui part avec moi, la fête, le soleil, voici le programme. Mais on n'échappe pas à son histoire. Au bout de quelques jours à Corfou, je ne tiens plus en place, sans vraiment savoir pourquoi, je prends 2 billets d'avion et nous partons tous deux pour Athènes. Dans la capitale, je loue une voiture, et c'est à ce moment précis que cette idée folle se précise au grand jour. Retrouver les lieux qui hantent ma mémoire. Après une courte visite au Panthéon, il faut prendre la route. Mais vers où? Je n'en ai aucune idée. Et je n'ai pas de nom de ville ni de province en tête, seulement des paysages. Alors je regarde l'écran de mon esprit, évacuant les pensées et désirs ordinaires pour capter les signaux subtils qui me guideront. Allons vers l'ouest. Arrivant à la péninsule du Péloponnèse, par où continuer? Je ne le sais pas. Nous longeons la côte nord, dépassons la ville de Corinthe et nous arrêtons 15 km plus loin pour passer la nuit dans un hôtel. Vu de l'extérieur, Karine et moi sommes 2 amoureux en vacances de rêve. Après le dîner, nous allons dormir. 2 heures du matin, je suis réveillé en sursaut par une énergie inconnue qui parcourt tout mon être. Rien d'agréable, bien au contraire. Je tente de me rendormir, mais je suis hyper excité, sans raison apparente. Mes pensées sont submergées par une fébrilité, une excitation inhabituelle. J'enfile des chaussures de sport et un short, et sans même réveiller ma compagne, je sors. J'ai un besoin irrépressible de me déplacer. Mes jambes semblent fonctionner toutes seules. Je cours et je marche le long de la mer, vers l'est, à la lueur lunaire. Mon esprit bouillonne. J'ai envie de pleurer, de crier, sans avoir la moindre idée du pourquoi. Je me sens désespérément seul et je veux être seul. Je ne me connais plus. Il n'y a plus de contrôle. J'entre dans un espace de souffrance que je combats de manière instinctuelle sans savoir de quoi il s'agit. Les heures qui s'écoulent et la longue marche n'épuisent pas cette quête aveugle. Quand le jour commence à se lever, je suis au niveau de cette grande colline qui domine Corinthe. Quelque chose s'agite un peu plus en moi quand je la regarde, mais je n'en déduis rien, car c'est à peu près la seule chose que je peux distinguer dans le paysage. À ce point, je fais demi-tour et reprends le chemin de l'hôtel. Mais je me retourne souvent pour regarder cette montagne. Je m'apaise un peu, je suis fatigué. Plus de 30 km d'excursion nocturne, et me voilà de retour. Ma compagne est encore au lit. Ce n'est pas fini, ça commence juste. Voici que s'annonce une journée de pure confusion, une tourmente dans mon âme. Ce jour-là, je suis un très mauvais compagnon de voyage. Une angoisse irraisonnée m'a envahi, balayant ma personnalité. Je ne peux plus même raisonner. Nous retournons à Corinthe pour visiter les ruines de la ville antique. Je ne reconnais rien et je ne cherche plus à prouver quoi que ce soit, trop épuisé de ce qui arrive depuis quelques heures. Karine est inquiète et observe cela sans comprendre. Toute la journée est comme cela.
Puis nous quittons ce lieu et nous dirigeons au sud, vers le centre du Péloponnèse, nous éloignant de Corinthe. Le soir, nous trouvons un bel hôtel. Nous prenons une douche et enfilons nos plus beaux habits pour la soirée. Nous formons un beau couple, bronzé, prêt à descendre au restaurant. Nous voyant ainsi, je me relâche un peu. À cet instant précis, une détente profonde descend sur moi. La main de fer qui serrait mon âme disparaît comme par enchantement. Et simultanément, les portes de la mémoire s'ouvrent toutes grandes. Sans prévenir, sans signe annonciateur, une somme folle de scènes se déverse dans ma conscience. Cela dure quelques secondes, comme un film en accéléré, mais tout y est clair. Je reçois ce film tout en expliquant à ma compagne que quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. Ma conscience se divise sans effort entre les deux attentions, sans perdre la moindre intensité de part et d'autre. C'est comme un torrent puissant qui a été trop longtemps contenu. Je vois des pans entiers de ma vie à Corinthe il y a bien longtemps, car ici, c'est chez moi. Mon cher pays est ici, pas à Athènes, ni à Sparte. Le pays de mon cœur est Corinthe. L'amour de cette terre envahit chaque parcelle de mon esprit. Cette montagne au sud de la ville est une place forte utilisée par des soldats, et je suis l'un d'eux, ici, dans la montagne de fer, telle que nous la nommons. La place et sa petite tour de guet, les souterrains, les échoppes le long du mur d'enceinte, jusqu'aux latrines que nous utilisons. Mes amis, le jour où j'ai été recruté, la formation au combat, les marches sous le soleil, les nuits passées à même le sol, sous les étoiles, c'est une explosion de souvenirs, d'émotions, de sentiments. La déchirure dans mon cœur pour le seul et unique amour de ma vie, entrevu seulement 2 fois. Amour que j'ai toujours gardé pour moi seul, y faisant allusion une seule fois seulement devant mon plus proche ami. Mon Dieu, comme tout cela est proche. Comment ai-je pu oublier ces choses-là? L'idée m'en est maintenant inconcevable. La fierté d'être quelqu'un d'ici, quelque chose de bien plus fort que la fierté. Dans ce raz-de-marée de sentiments nouveaux, en particulier jaillit un immense mépris pour tous ceux que j'ai vus dans la journée, dans cette ville et ses environs. Ils ne sont pas dignes de cet endroit. Ils mériteraient d'en être chassés, tous. Il n'y a aucune noblesse en eux. Ils semblent fatigués, dégénérés. Ici, je suis chez moi. Eux ne le sont pas. Cette opinion écrase toute forme d'analyse objective de la situation actuelle qui m'identifierait à un touriste français de passage. Voilà de l'eau fraîche pour le brasier de mon être. L'émergence libère les forces qui se bousculaient car elles ne voulaient pas rester emprisonnées. Un immense horizon s'ouvre. Je n'étais que la moitié d'un homme et maintenant je suis complet à nouveau. Après avoir vécu ici, je suis revenu. Je comprends maintenant le pourquoi et le comment de cette fragile personnalité d'aujourd'hui, dérisoire copie du soldat de Corinthe que je suis au plus profond de moi. Quelque chose comme de l'euphorie, une libération qui s'atténuera doucement au fil des jours suivants. Je tente de dater cette époque, mais je n'ai aucun repère. Je l'imagine peut-être dans le premier millénaire après Jésus-Christ, mais en fait, je n'en sais rien du tout, pour le moment. Il y aura un prix à payer pour le souvenir. À cet instant, je ne le sais pas encore. Retour en France. J'ai fait le lien avec la scène à côté de la Maison Blanche, fragment de cette enfance, et la terrible fin de cette vie, assassiné par surprise dans les souterrains. Nous étions 4 ou 5, et ils nous ont attaqués par derrière, ceux qui étaient supposés être nos amis. Pourquoi ont-ils fait cela? Aujourd'hui encore, je ne veux pas m'en souvenir, car il y a quelque chose de totalement insupportable dans cette affaire, une trahison particulièrement répugnante. Ils nous ont porté des coups d'épée aux jambes et au dos. Un homme à qui on a tranché les tendons des jambes ne peut plus se battre, plus jamais. Puis, ils nous ont transportés pour nous jeter dans une fosse, à l'intérieur de ce petit temple. Ils ont pensé que nous étions tous morts, mais je ne l'étais pas encore. J'étais un tout jeune homme de 20 ans, peut-être moins. Je portais au cou ce médaillon nacré tenu par un lacet en cuir. Un puissant choc traumatique accompagne la remémoration et envahit soudain mon existence d'aujourd'hui. Il est supérieur à tous ceux de ma vie présente. Je fais face durant des mois à de violents accès d'angoisse, de colère, de tristesse et de nostalgie. Je n'accepte pas d'être mort sans avoir eu le temps de me battre. Je revis les scènes encore et encore, m'écroulant parfois sur le sol de la chambre, pleurant et enrageant en même temps. Une ombre recouvre la vie actuelle, cette vie dont il faut bien s'occuper néanmoins. J'arrive à contenir la charge en présence des autres.
mais elles m'écrasent quand je suis seul. Impossible de parler de cela à qui que ce soit, encore moins à un médecin ou un psychologue. J'imagine la scène. Bonjour, je voudrais que vous m'aidiez à intégrer ma mort en Grèce. Savez-vous faire cela? L'évidence de cette réalité ne cadre pas avec les archaïsmes scientifiques actuels. Ma tension artérielle, qui a toujours été parfaite, flirte maintenant avec les 12-18. Mon médecin généraliste, assez perplexe, voit bien que je suis un tantinet stressé. Il met ça sur le compte professionnel. En effet, mes responsabilités sont assez lourdes, mais bon, il y en a bien pire. Par exemple, mourir au fond d'une fosse, lardé de coups d'épée. Pas question d'exposer cela, alors j'accepte un traitement par anxiolytique. Nous verrons bien. Début du traitement. Aucun effet. Alors on double la dose. Puis on la double encore. Puis une troisième fois. Au bout de quelques semaines, je prends 12 fois la dose nominale journalière, ce qui a l'avantage d'enchanter mon médecin généraliste. Vous prenez tous les jours de quoi assommer un cheval, et je vous vois exactement comme d'habitude. Cela ne vous fait rien. Mais la tension artérielle reste très élevée. On arrête les anxiolytiques et on m'envoie au plus grand spécialiste français de la question, le professeur T. Ce dernier me prescrit tous les examens que la médecine a inventés pour creuser le trou de la sécurité sociale en cette fin du XXe siècle. À chaque nouvel examen, de telle ou telle partie de mon corps, le praticien du moment délivre la même conclusion. Vous êtes dans une forme olympique, sauf un, le pauvre gars qui me fait faire le test à l'effort. Vous êtes sur une espèce de vélo, bardé de câbles reliés à des moniteurs qui visualisent vos pulsations cardiaques et votre tension artérielle. Demandez-moi de faire un effort et je suis là. Je me donne à fond. Ma tension monte en flèche. Je suis rapidement à 28 et cela continue de monter très vite. Je vois tout de suite le docteur paniquer devant ses écrans. Après quelques secondes, livide, il me hurle d'arrêter, se précipite sur moi, arrache tous les dispositifs sans ménagement et m'expulse de son cabinet en clamant « Je ne veux pas que vous mouriez chez moi ». Je finis de me rhabiller sur le parking. Je ne me souviens pas qu'il m'ait demandé de payer, c'est tout dire. Second rendez-vous avec l'éminent professeur. Je viens avec les analyses prescrites. Sang, cœur, rein, radio et scanner, ceci, électro, cela. Un dossier de 20 bons centimètres d'épaisseur. L'expert regarde tout ceci attentivement. Puis il relève le nez et déclare « Vous avez une tension artérielle essentielle. » Ce qui veut dire, docteur ? Eh bien, vous avez une tension très élevée, mais nous ne savons pas pourquoi. Vous devrez prendre un traitement pour la réduire durant toute votre vie, qui ne saurait être longue, semble-t-il. Je repars avec mon dossier sous le bras, bien décidé à ne plus prendre aucun médicament. Tous ces prétendus experts et médecins me font froid dans le dos. Ils paraissent ne rien savoir du tout, ou presque rien. Je suis certain qu'ils n'ont jamais entendu parler du moule du véhicule physique, le corps énergie, que j'ai sous les yeux à longueur de journée. Comment avoir confiance en ces gars-là ? Bon, il va encore falloir que je me débrouille tout seul. Je suis dans un sale état, envahi par la sensation d'être en train de mourir 24 heures sur 24. Et à part le record du monde de tension artérielle, je n'ai rien de visible par les technologies actuelles. Même la conscience modifiée durant les phases de sommeil est plombée. Je n'ai aucun répit. Pourtant, j'ai la solution sous le nez. Je suis dans un combat impossible à gagner, celui de n'avoir pas été trahi et tué par ces gens-là. De n'être pas mort sans avoir emporté un certain nombre avec moi. Quelque chose hurle en moi. Que cela ne se reproduise pas, plus jamais. Je suis sur la défensive, prêt au combat, en permanence. Mon esprit fonctionne ainsi. Rencontré lors d'un stage professionnel, le soigneur d'une équipe de sportifs extrêmes me fait comprendre que je suis dans un effort constant, nuit et jour. À partir de cette compréhension, j'accepte de relâcher de temps en temps ma propre étreinte, de ne plus traiter chaque difficulté par un supplément d'effort, toujours plus loin en zone rouge. Alors cette tension artérielle qui devait être traitée toute ma courte vie redescend à un niveau normal, sans médicaments. Je n'ai fait qu'apprendre à me relâcher, mais je n'ai rien oublié, rien accepté. Le problème demeure. Ayant épuisé tous les recours de la médecine légale, je me tourne vers les méthodes dites alternatives. J'achète un livre qui fait une sorte d'inventaire de ce qui existe en France. Il y a énormément de choses dont je n'avais jamais entendu parler, dont une qui attire particulièrement mon attention, le lying. C'est une thérapie importée des Indes par 2 Français,
Denise et Arnaud Desjardins. Les maîtres hindous ont cartographié l'esprit humain sans le limiter à une seule incarnation. Par des méthodes séculaires, ils explorent les strates du psychisme et traitent les traumatismes, qu'ils aient pour origine l'année dernière, la petite enfance ou une vie antérieure d'il y a 10 000 ans. Ils pratiquent la psychanalyse depuis bien plus longtemps que les Occidentaux. Pourtant, on nous explique officiellement que nous devons l'invention de cette science à Freud et à ses semblables. À mes yeux, il est clair que les experts hindous sont incomparablement plus érudits que leurs collègues occidentaux, y compris ceux qui sont affublés du joli titre de docteur en médecine. Il y a un thérapeute laïng du bon côté de Paris, et docteur en médecine, ce qui prouve que l'un n'empêche pas l'autre. Je prends rendez-vous par téléphone. Quelques jours après, me voici devant le docteur en question. Il me semble de prime abord un peu bizarre, décalé, comme absent. Après les formalités, j'observe qu'il ne se préoccupe nullement de m'examiner ou de poser des questions. Bon, au moins les choses changent. Nous passons tout de suite à la pratique. Allongé sur le sol, vous racontez absolument tout ce qui vous passe dans l'esprit durant 60 minutes chrono. Pendant ce temps-là, devinez quoi? Le docteur est derrière votre tête, assis. Est-ce qu'il vous parle, vous guide, vous pose des questions? Aucunement. Alors il vous écoute. Évidemment. Pas sûr du tout. Pas de manière traditionnelle, en tout cas. Alors que fait-il? Eh bien, j'ai la nette sensation qu'il dort pratiquement tout le temps. D'ailleurs, je l'entends parfois ronfler. Ou alors, il se met dans un état modifié de conscience. Mystère complet. D'ailleurs, je ne lui poserai jamais la question là-dessus, ni de question sur quoi que ce soit d'autre par ailleurs. Alors, le laïng, c'est nul? Et non, je passe une des heures les plus extraordinaires, une des plus denses de ma vie physique. Incroyable, inattendu, percutant, du début à la fin. Après la séance, je retourne chez moi en voiture avec ma compagne qui m'avait attendu à l'extérieur. Je roule à 50 km/h sur la N118, incapable d'aller plus vite, moi qui détiens plusieurs records sur cette même voie rapide. Il y a prescription maintenant. À chaque question de mon ami, je réponds. J'en ai pris plein la gueule. Pendant 20 km, je ne peux en dire plus. J'encaisse le choc. Alors quoi? Qu'est-il arrivé? Eh bien des séismes force 10 dans l'esprit et dans le corps. Pardon, dans les corps. Des choses qui ont bousculé ce que je croyais savoir sur la conscience, la perception, la réalité et la localisation. Au fait, comment le docteur fait-il cela, sans dire un seul mot, ni faire un seul geste, durant 60 minutes? Cela fonctionne par séquence, suivant un schéma qui se répète. Phase 1, j'observe l'écran de mon esprit, et en moins de 5 secondes, des images chargées de symboles se manifestent. Par exemple, je vois couler un immense fleuve noir. C'est le sang de toutes les créatures qui souffrent et ont souffert dans leur chair depuis le commencement des temps. Pas très gai, mais je regarde ceci avec un certain détachement. Je ne verbalise que pour commenter mes visions à mon auditeur. En dehors de cela, peu de pensées surgissent dans l'esprit. Phase 2, les images symboliques se dissolvent, et j'ai la sensation de parcourir un espace mental où il n'y a presque rien, un no man's land. Je reste dans ce vide mental un temps indéfini, nulle sensation, très peu de pensées, pas d'image. C'est comme de passer au point mort pour changer de vitesse. Phase 3, il y a une vague d'images qui se dessine lentement sur le miroir de l'esprit, très légère, floue, presque inexistante, mais elle persiste. Je tente alors de verbaliser. Par exemple, il me semble distinguer de l'herbe haute, dans une forte obscurité, mais je ne suis pas sûr. Je regarde l'image, elle ne bouge pas. Je commente tout en observant. Non, je ne vois rien d'autre. Cela n'évolue pas. C'est à peine visible. J'attends en continuant à regarder. Phase 4. D'un seul coup, la mise au point se fait. La vague image devient extrêmement nette avec les couleurs, la profondeur, la lumière, tous les détails. Phase 5. Ce n'est plus qu'une simple image sur le fond de l'esprit. Je suis catapulté à l'intérieur de la scène. Je me trouve au milieu. J'y suis réellement. Les odeurs, la chaleur, le toucher, le sens de la localisation, tout y est. Cela me fait sursauter à chaque fois, mais cela n'empêche pas cet étonnant phénomène. Il y a une sorte de montée et de descente en courbe de Gauss, et au sommet de cette courbe, je me trouve intégralement là-bas. Exemple, ces herbes vagues deviennent un paysage de savane africaine, avec tous les détails, les odeurs, tout, et je vois cet Africain presque nu qui marche quelques pas devant moi. Mais que fait-il? Il se retourne
et projette sa lance vers moi. Elle me perce l'abdomen, dans la région du plexus solaire, un peu à gauche. Je tombe à terre, et agonise quelques minutes. Je sens les organes endommagés déverser leur poison dans mon sang. Pas de haine cette fois-là, juste une intense surprise. Nous étions pourtant deux amis partis ensemble à la chasse. Qu'est-ce que je lui ai fait à celui-là? Les jours suivants, chaque fois que je croiserais un Africain, j'aurais le réflexe absurde de me préparer à éviter sa lance. C'est plus fort que moi, mais le psychisme fonctionne comme cela, tout au moins le mien. Puis, la scène se dissout. Un nouveau no man's land et un nouveau truc me tombe dessus. Par exemple, les derniers instants de cette vie en Grèce, au moment précis où l'on me jette dans la fosse. Au début, je distingue vaguement un coin de mur que je reste longtemps à regarder sans avancer d'un pouce. Forte résistance de mon être profond, mais les phases 4 et 5 surgissent soudainement et je m'y retrouve d'un coup. Bon, j'ai déjà expliqué que je n'ai pas du tout apprécié cette mort. Eh bien, c'est amplement confirmé. Une autre catégorie d'événements se manifeste à plusieurs reprises. De puissants courants d'énergie parcourent mon corps de manière tout à fait anormale. Résultat, je n'ai plus la sensation d'être dans un être humain. Il y a toujours au préalable une imagerie mentale de type géométrique qui apparaît dans l'esprit, puis d'un seul coup, cette énergie suit le modèle mental avec précision. La première fois, ce sont des tranches transversales de 10-15 cm de large qui découpent mon corps, et dans chaque tranche, l'énergie circule de manière opposée à sa voisine. L'imagerie mentale a d'abord montré un méli-mélo de demi-cercles dont les diamètres se trouvaient vers le bas. Puis d'un coup, les demi-cercles se sont organisés en rangées serrées parfaites, qui se sont ensuite déplacés en opposition par rapport à leurs voisines. La manifestation sur le ressenti corporel a été violent et immédiat. J'en ai ressenti un puissant malaise tout en ayant l'intuition que ceci avait une action thérapeutique impossible pour moi à comprendre. Au terme des 60 minutes, je suis au cœur de ce genre de séquence. À ce moment précis, j'ai la sensation que ma tête est énorme et que mes mains énormes aussi se trouvent à plusieurs mètres de mes épaules. Idem pour les pieds, qui sont reliés au reste du corps par un long et mince filament de je ne sais quoi. Ça a beau être l'heure, je ne me sens pas du tout capable de manœuvrer mon corps et de sortir comme cela. Je suis assis, les yeux grands ouverts, et cela ne passe pas du tout, malgré tous mes efforts. Je fais part de ceci au docteur qui, de son côté, a l'air de se réveiller. Il ne commente aucunement mes étranges symptômes, mais se place derrière moi et pose les mains sur mes omoplates. Le temps de compter jusqu'à 2, et je retrouve mes sensations normales. Comment fait-il cela? Aucun commentaire ni aucun conseil de sa part, alors que je viens de me payer un aller-retour sur une autre planète. Au revoir, débrouillez-vous avec ça. Au cours des séances suivantes, d'autres souvenirs remontent. Pas difficile les vies antérieures, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser à la pelle. Aïe, mince, cette fois-là, je suis une femme, et cette autre fois aussi. Pas facile de digérer cela la première fois, en tous les cas pour moi. Délire total? Peut-être. Sauf que les recherches que j'ai faites collent avec la réalité. Par exemple, cette tribu indienne d'Amérique centrale, dont je n'avais jamais entendu parler, elle a bel et bien existé et à l'endroit prévu. Encore plus fort, quelques mots de leur langue me sont revenus en tête, et je connais certains de leurs rituels secrets au plus profond de la jungle. Je reviendrai sur ce cas un peu plus loin. Très vite, je n'ai plus besoin de l'AIM pour faire émerger des souvenirs nouveaux. J'en ai maintenant plus que mon compte des vies antérieures. J'ai circulé d'un bout à l'autre de la planète, entre autres. À l'évidence, cette courte vie à Corinthe est celle qui marque le plus la vie actuelle. Elle a été la première à se manifester, et de manière spontanée. Avec l'afflux de nouveaux souvenirs, je me focalise moins sur ces moments en Grèce, mais il n'est pratiquement pas un jour où je n'y pense, à un moment ou à un autre. S'il y a quelque chose qui n'est pas facile dans ce domaine, c'est bien d'identifier la période de l'incarnation. Tout est une question de repère. Si vous êtes membre d'une tribu au plus profond de la Mongolie, allez donc savoir si vous êtes 1000 ans après ou 1000 ans avant Jésus-Christ. Ce sont grosso modo les mêmes personnes, les mêmes animaux, les mêmes paysages, le même mode de vie. Et au moment où vous le vivez, il n'y a rien qui vous dit « Attention, dans 1000 ans, un gars du nom de Jésus va venir au monde et le calendrier va être structuré sur cet événement. » Si vous êtes un Mongol du 5e siècle après Jésus-Christ, il y a de fortes chances pour que ce fils de Dieu ne vous dise toujours rien. La plupart du temps, la comptabilité des années n'est pas suivie de manière aussi scrupuleuse que maintenant dans nos civilisations occidentales.
Les rythmes se déroulent à l'échelle d'une famille ou d'un clan, mais se limitent à une vie d'homme. Le passé plus lointain se fond dans un ensemble de moins en moins borné au fur et à mesure qu'il s'éloigne. Le système de datation peut être très différent, comme les cycles lunaires ou les migrations d'animaux. Enfin, l'écriture n'existe pas systématiquement. Ceci pour dire qu'après cette période de Laing, je ne sais toujours pas à quelle époque s'est déroulée cette vie en Grèce. Quelque chose me trouble beaucoup. Les plans de la Corinthe antique des livres touristiques que j'ai ramenés de mon séjour ne collent pas du tout avec mes souvenirs. J'ai retourné ces plans dans tous les sens, sans succès. Cependant, je suis absolument certain qu'il s'agit de Corinthe. De plus, cette montagne qui domine l'isthme et la ville est unique. Il me faut de l'aide. Et elle arrive comme toujours de manière inattendue. Ce soir-là, je m'enfonce dans le sommeil avec la conscience de soi. Au milieu de la nuit, je me sens extrait de mon corps physique, puis localisé au-dessus de lui, dans la chambre à coucher. Lové comme un fœtus au-dessus de mon enveloppe charnelle, des vagues de vibrations parcourent la nuque et le haut du dos de mon corps de lumière. Je me sens monter, puis me déplacer à grande vitesse, paralysé, les pieds devant, allongés en l'air. Je ne sais absolument pas où je vais. Je ne me suis pas posé dans la chambre ou le bureau comme d'habitude dans ces moments-là. Il y a une sorte d'obscurité lumineuse. Le voyage me paraît interminable. Comme toujours, je suis impatient d'arriver et de profiter de la liberté dont on peut jouir dans cet état. Malgré le côté inhabituel du départ, je suis grisé, fou de joie d'être sorti à nouveau. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Tout d'abord, j'ai la sensation brusque d'être amené de la position couchée sur le dos à la position debout par une force douce mais ferme. Je ne contrôle absolument pas le corps de lumière, et à aucun moment cela ne changera. Alors que je me trouve presque à la verticale, une lumière aveuglante m'arrive en pleine face. Je suis ravi, car cela signifie que je suis arrivé quelque part, tout en étant surpris de l'intensité de cette lumière. Pensant tout d'abord atterrir dans un monde supérieur, à ma grande surprise, je vois le soleil. Il me paraît plus gros que je ne l'ai jamais vu, mais c'est le soleil. Il ne m'aveugle pas, bien qu'en face de moi, un peu au-dessus de l'horizon. Mon premier sentiment est la déception relative de me trouver sur un plan physique. Simultanément, la force me pousse en avant, et j'ai le temps de voir que mon site d'arrivée est une sorte de balcon de pierre claire, avec une rambarde pleine d'environ 1 mètre de haut. Il me semble d'ailleurs que le bas de mon corps passe à travers la pierre pour commencer son déplacement. Devant moi, une sorte de ruelle de 4 à 5 mètres de large, et la force me pousse dans cette ruelle. Il y a des bâtiments de pierre claire de chaque côté, et je m'avise immédiatement qu'il y a des tas de gens qui passent. Je dispose de ma pleine conscience, et je ne comprends absolument pas où je me trouve, et pourquoi, et comment. Je réalise tout de suite que tous ces gens ne sont pas comme moi. Ils ont un physique particulier, mais surtout, ils ne sont absolument pas habillés normalement. Extrêmement étonné, je me rends compte qu'ils portent les vêtements qu'on aurait pu porter il y a très longtemps. Étant lucide, et me sentant moi-même homme du XXe siècle, j'éprouve la peur soudaine d'être repéré comme un étranger qui à l'extrême pourrait constituer une menace dans leurs esprits. 1000 pensées se bousculent en moi. Je suis terriblement conscient. Tout ce que je vois, tout ce que je sens est d'une netteté extraordinaire. J'ai le temps de regarder très attentivement ceux qui me croisent, je filme tout. Je comprends vite que personne ne fait attention à moi. Soit ils ne me perçoivent pas, soit je suis dans un corps de chair de manière transitoire. Je me sens glisser à la vitesse d'un homme qui marche au pas. Tout ce que je vois me stupéfie. Ces gens ont vécu il y a des milliers d'années, et pourtant, sans aucun doute possible, j'y suis réellement. Il y a beaucoup de lumière, les gens sont vivants, ils marchent, c'est leur vie ordinaire qui se déroule devant mon regard, en ma présence. J'ai 1000 fois le temps de réfléchir, de regarder, de sentir. Ce qui m'a poussé ici m'ouvre une possibilité nouvelle, une faculté extraordinaire. Je ne comprends pas tout de suite pourquoi je suis ici. Arrivé au bout de la ruelle, il y a une grande place sur la droite et un grand bâtiment sur la gauche. Il y a du monde partout, je n'en reviens pas. J'examine très attentivement un homme qui tourne devant moi, sur la gauche, juste avant le grand temple. Il porte à la taille une étoffe qui lui descend presque aux genoux, style jupe, sans en être réellement une. Son nez est assez fort, avec une bosse massive. Il porte un fin collier de barbe noire,
Il a les cheveux noirs qu'il a recouverts d'un bonnet qui épouse tout juste sa chevelure. Le bonnet est blanc avec 4 bandes noires qui se rejoignent en haut du crâne. Le teint de cet homme est assez bronzé, mais pas trop. Sur la poitrine et dans le dos se croisent des lanières de cuir tenues par une boucle de métal. À ses pieds, des sortes de semelles attachées par quelques lanières de cuir. Il a une carrure athlétique, mais pas des muscles de bodybuilder. Il a l'air d'un soldat, mais ne porte pas d'armes. C'est au bout de la ruelle, en arrivant devant le temple, après avoir imprimé cet homme dans mon esprit, que tout à coup, je réalise. Je suis chez moi, je suis dans la Grèce antique, je suis à Corinthe. J'ai le temps de réfléchir à cela. Cela ne ressemble absolument pas à un souvenir, car je me sens totalement dans le présent, et tout est si net, si réel, si vivant. Je ne sais toujours pas au moment où j'écris ces lignes, je ne sais toujours pas expliquer, qualifier, déterminer la nature de cette expérience. Je traverse la place pour emprunter la ruelle de l'autre côté, glissant toujours à la même allure, conduit par cette force et ne décidant rien de mon déplacement. Je rattrape ainsi un enfant d'environ 10 ans. Il est vêtu d'une manière particulière. Une pièce de tissu gris à la taille lui descend jusqu'à mi-mollet. Une autre pièce de tissu marron est posée sur ses épaules. Les étoffes semblent être de la laine de mouton grossièrement travaillée. L'enfant marche d'un pas pressé. Je le dépasse et regarde plus loin. Il y a quelques demeures dont l'une est close d'un portail de métal sombre. À la vue de ce portail, j'éprouve une sorte de malaise. Je me sens tiré en arrière et me retrouve quelques instants plus tard dans mon lit, au temps présent. Durant les semaines qui suivent, j'ai l'esprit assez chamboulé. Je ne comprends plus ce qu'est le temps, mais j'ai ramené une information. Ma vie à Corinthe s'est déroulée au 5e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, ma ville dominait Athènes, et c'est exactement ce que j'éprouve encore aujourd'hui. La capitale d'aujourd'hui est une usurpation. N'essayez pas de me faire croire autre chose. Je plonge dans les recherches pour découvrir assez vite que cette ville a été détruite et reconstruite plusieurs fois. Les plans du 5e siècle avant Jésus-Christ sont conformes à mon souvenir. Par exemple, l'orientation du temple principal, devant lequel se trouve l'agora. Les pièces du puzzle continuent de s'emboîter. Je n'ai pas fait ce voyage de moi-même. J'ai été piloté par quelque chose ou quelqu'un qui me dépasse, prenant le contrôle total de mon corps de lumière. Il m'a fait franchir les portes du temps et m'a ramené chez moi. C'est une promenade dans le présent, au milieu de ces gens d'il y a 2500 ans. Il fallait me montrer cela, c'est évident. Bien sûr, cela m'a beaucoup aidé. Était-ce dans cet unique but, ou y en avait-il d'autres? Aujourd'hui, je porte témoignage. Je l'ignorais, mais de tels voyages sont possibles. Certaines de nos limitations sont illusoires, peut-être, transitoires, sûrement. À ce stade, beaucoup de choses me sont remontées en mémoire, mais je n'arrive pas à me souvenir de mon nom grec. J'ai beau essayer, ça bloque. Avec le recul, je me dis aujourd'hui qu'il y a vraiment quelqu'un qui a géré l'assistance de cette émergence, cette remémoration de vie passée. Ce n'est pas la seule fois où je reçois des aides venant des autres réalités. Loin de là. Le coup de main suivant m'est donné quelques semaines plus tard. Je me trouve encore une fois en dehors du corps matériel, en train de survoler une sorte de parc avec des arbres magnifiques et des couleurs somptueuses. Voilà mes vacances favorites. Voler et explorer en pleine liberté. Je ne connais rien de meilleur. Tout à coup, je vois quelque chose apparaître à l'autre bout du parc. Non, attendez, dites-moi que je rêve. Il s'agit d'un chérubin, volant lui aussi au-dessus des arbres. Un chérubin, dans l'iconographie chrétienne, est un ange du second rang, de la première hiérarchie, et qui a l'aspect d'un enfant très jeune. Ce qui est en face de moi a la peau couleur vert marbré, qui lui va très bien. Disons une sorte de vert, car les couleurs astrales sont impossibles à décrire avec le langage physique. Qu'est-ce qui m'a pris de créer une forme pareille? Je n'ai jamais cru au chérubin. Moi, c'est une blague ou quoi? Une image créée par quelqu'un d'autre? Réflexe immédiat dans ce cas-là, dissoudre la création astrale. Faites-moi confiance, pour les nettoyages astrales, je suis un pro. Zut, ça ne marche pas. J'essaye une seconde fois, en y allant plus fort. Aucun effet. Alors cette chose existe indépendamment de mon esprit? Oups, excusez-moi d'avoir tenté de vous anéantir. Mais le chérubin ne fait pas le moindre cas de mes tentatives d'annihilation, me fonce droit dessus, et sans préambule ni formule de politesse, me jette les 3 mots suivants. Tu es Algoé. Et il part immédiatement. En 2 secondes, il a disparu. Eh, attendez!
Mais qui êtes-vous? Parti? Il est parti? J'aurais eu une foule de questions. C'est mon premier chérubin tout de même, et le seul jusqu'à aujourd'hui. Je n'en ai plus rencontré depuis. Voici une partie de mon passé intime, mêlant joie et douleur les plus extrêmes. Chacun d'entre nous porte de telles choses au fond de soi. Notre vie présente est plus simple tant qu'elle reste cachée. Mais un jour, dans cette vie ou dans une autre, l'émergence frappe à notre porte, et je pense que nous ne sommes jamais vraiment prêts. L'évocation de cette vie à Corinthe est douloureuse pour la personne que je suis aujourd'hui, mais je vous la présente dans l'espoir qu'elle sera utile à la compréhension de votre propre histoire. Je suis retourné à Corinthe 10 ans après la première fois dans cette vie actuelle. Dans un rayon de 20 km au sud de la montagne de Fer, j'ai longuement cherché le paysage de la maison de mon enfance. Je ne l'ai pas trouvé. Au passage, j'ai reconnu d'autres endroits et des souvenirs puissants sont revenus. Je comprends que la maison ait disparu, mais avoir perdu les douces pentes de ces collines m'a affecté. Je ne sais plus où aller. Néanmoins, cela ne peut pas être loin de Corinthe. Et pour la toute première fois dans cette vie, je suis venu sur la montagne de Fer. Il n'y a plus rien, seulement les remparts. J'ai trouvé sans peine la position de la place, tout est presque nivelé, c'est incroyable. Le muret qui la bordait a totalement disparu, ainsi que la petite tour de guet. Plus de traces des chemins que nous parcourions tous les jours, ni des minuscules échoppes contre les murs d'enceinte, rien que des cailloux. Les constructions intérieures qui étaient faites de pierre ont aussi été balayées. Impossible de revoir les entrées des souterrains où nous pouvions marcher debout. J'ai demandé à un guide touristique présent sur le site s'il avait entendu parler des souterrains, mais il ne les connaissait pas, car tout a été bouché, il y a bien longtemps, pour éviter les problèmes avec les touristes. J'ai ramassé une pierre de ce sol et l'ai gardée avec moi quelques années, puis je l'ai jetée. Au fond d'un de mes tiroirs reste une carte postale de l'Acro-Corinthe, comme ils disent maintenant. Elle ressemble un peu à l'endroit que j'ai connu, la montagne avec seulement les remparts. Comment les choses peuvent-elles changer à ce point? Je suis algoé ici, c'est chez moi. Je suis heureux et fier d'être revenu, mais je suis seul maintenant. Où êtes-vous donc, mes amis, mes frères d'armes? Il n'y a plus que le silence et le vide. Les gens qui vivent maintenant ne nous ressemblent pas. Après mon enfance, on m'a emmené vivre dans une maison à l'ouest de la forteresse. Un jour, quelqu'un m'a invité dans cette place forte sans me dire pourquoi. Ce fut un honneur inespéré que de pouvoir y entrer. Peu de gens pouvaient le faire. C'est ainsi que je suis devenu soldat de Corinthe. Aussi loin que je puisse remonter dans la mémoire, j'ai aimé ce lieu plus que tout autre. 25 siècles sont passés, et je l'aime toujours. La douleur est encore là, et les pleurs en écrivant ces lignes. Je vois bien que tout disparaît. Un jour, les fortifications aussi seront effacées. Dans 10 000 ans, ou plus, qu'importe. Nous formions une civilisation magnifique, dont il ne restera rien. Personne ne sait plus qui nous étions, et quelle était la noblesse de notre existence. Sur la montagne de Fer, à l'emplacement du petit temple, si l'on creuse à quelques mètres de profondeur, on trouvera des ossements. Ce sont les miens et ceux de mes compagnons.